Un jour de grand soleil, en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, j'interpelle ma mère vivement. Je cite « Maman, j'en ai marre que tu ne me laisses pas libre. » Je ne comprenais même pas le sens de ma phrase. Elle paraissait totalement décalée avec la réalité que je vivais, puisque ma mère me laissait relativement libre dans mes activités, mes relations avec mes potes. À l'époque, j'avais 13 ans. 13 ans, je suis sous antidépresseurs et somnifères. Je me sentais mal, voire très mal dans ma peau, mais encore une fois, vous commencez à le deviner, je ne savais pas vraiment pourquoi. Ce que je savais en revanche, c'était d'être homosexuel, et que pour moi, c'était une énorme anomalie, un bug de naissance, une conception ratée. Mais pour moi, à l'époque, rejeter cette différence n'était pas un problème, mais plutôt une solution. La problématique se jouait ailleurs, enfin dans mon esprit. C'est alors que résoudre cette énigme est devenu la quête de ma vie. Pourquoi ne me sentais-je pas libre ? Être libre est-il atteignable ? Et si ça l'est, comment réussirais-je à devenir singulier ? Après une licence en philosophie, j'ai obtenu un master en école de commerce, en psychologie appliquée aux ressources humaines, puis un master en psychanalyse, mention philosophie esthétique et poétique. Une expérience fondatrice en entreprise d'outplacement m'a emmené vers le métier de coach professionnel pour les chefs d'entreprise. Je me suis spécialisé dans l'accompagnement au positionnement singulier. J'utilise comme outil toutes sortes de médias permettant d'exprimer une personnalité dans son entièreté. Parole, danse, chant, acting. Tout ce travail se solde par un accueil de soi, un rendement professionnel meilleur et un positionnement en entreprise. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Papa Drag. Hey. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Fish in the sea, you know what I mean. And rivers running free, you know how I feel. Yeah. I'm feeling good. I'm feeling, ooh, I'm feeling good. I'm feeling good. Les oiseaux de la symphonie nous enivrent et ça nous déroute. L'ivresse infinie, nos émois m'entourent sans doute. Le corps à cœur, le corps, je me sens vivant. Je suis à fleur de peau, je regarde là-haut. I'm feeling, oh, I'm feeling good. I'm feeling, ooh, I'm feeling good. I'm feeling good. Dragons fly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies, oh, having fun. You know what I mean. Sleep in peace one day. Oh, he's done. You know what I mean. I'm just feeling good. Yeah. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. Whoa. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. Oh, I'm feeling good, darling. I'm feeling good. It's a new day. Je me suis pas battu pour être sur scène, je me suis battu pour ce que j'étais. Coach en entreprise, mais aussi chanteur. I'm trying to hold my breath.
Let it stay this way. Apprendre à s'accueillir, à vivre une belle vie et une vie comme ils ont envie de la vivre. Bravo mon pote, bravo. Et dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit les gens qui se sont reconnus? Général, et qui m'a dit j'ai vu votre passage ce soir et j'ai changé complètement d'avis par rapport aux homos. Donc ça c'était assez fort pour moi. Il s'avère que votre nom est sorti plusieurs fois. On est donc très heureux de vous accueillir ce soir. Annoncer un message comme ça, forcément ça demande de la fragilité. Papa Drag disait tout à l'heure que son intervention et son passage dans The Voice relevait du sacré. Eh bien, il y avait une sacralisation aussi dans cette chanson. Notamment quand il y a du dialogue, de l'échange, de l'éducation, de la pédagogie. D'ailleurs, tu sors un livre interactif sur ton histoire. Vouloir chercher un monde égalitaire reviendrait encore à gommer les différences. Moi aujourd'hui, j'ai pas du tout envie d'être comme les autres. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ça ne me ressemble pas du tout. Je pense que je suis un garçon en fait qui a trop pris de temps pour s'assumer, donc qui a souffert trop de temps pour rien. Cornu sur le sol. Heureux, fier, forte. Il m'a fallu du temps pour y arriver. C'est pas genre Papa Drag il est arrivé, ouais chouette, on porte des talons, c'est trop bien. Ah non, pas du tout, c'est putain les gars on est dans la merde, je suis trop mal dans ma vie, j'ai envie de me tirer une balle, mais là on fait quoi? Soit tu te tues, soit t'avances. J'ai avancé. J'ai eu la victoire. Salut. En vrai, je veux vous dire un truc aujourd'hui. Ça se voit peut-être pas, mais je suis mortifié. Eh ouais. Vous savez, mortifié, c'est pas ce qu'on se dit quand on s'appelle Gisèle, qu'on doit épouser Richard, et qu'en fait, au fond de nous, on veut épouser Sylvie et qu'on doit le dire à ses parents. Est-ce que mortifié, c'est pas ce moment où on est sur scène devant 500 personnes et on doit parler de sa vie personnelle d'un sujet très intime? Est-ce que finalement, mortifié, c'est pas ce moment où on sent qu'il y a des choses en nous, voilà, qui doivent sortir, qui veulent sortir, mais on a peur du regard des autres, on a peur d'être têche, quoi, en gros. Moi, par exemple, là, à cet instant, je vous avoue, je serais hyper rassuré si tout le monde était là dans la salle et me disait « Papa Drag, on te kiffe, on t'aime, oh, t'es génial, etc. » Voilà, merci. Et en fait, je serais rassuré tout simplement parce que je maîtriserais la situation. J'allais gérer la situation, je connais le public qui est devant moi. Du coup, j'ai pas de stress, j'ai pas de peur. Et quand on me voit habillé comme je suis habillé, on se dit, bon, le mec, si ça se trouve, vraiment, il s'assume à fond, il est bien dans ses baskets. Et puis, en fait, au fond, la vie, c'est pas trop compliqué pour lui, quoi. Il est aligné avec lui. Alors, je vais vous dire un truc. En réalité, j'ai peur et en même temps, je suis aligné. Souvent, les personnes, elles pensent que choisir de mettre à jour sa singularité, c'est ne pas avoir peur. S'il y a quelqu'un qui pense ça dans la salle, je nous propose d'aller dehors pendant un long moment pour en discuter, parce que moi, j'y crois pas. Moi, je pense que exprimer sa singularité demande du courage. Et le courage, on ne peut pas en avoir sans peur. Vous voyez, si je me retrouve à aller en voiture à un événement et que je suis habillé comme ça, en fait, je me retrouve quand même dans la rue à marcher 5 minutes pour arriver
avant le lieu-dit où tout le monde va me demander des photos, tout le monde va crier mon nom, et là, je serais bien shooté à la reconnaissance. Eh bien, en fait, quand je marche, je ne peux pas gommer le regard des autres. Il est là, il restera. Ça ne partira pas. Il y a X, je ne vais pas dire des prénoms, parce qu'il y a X qui va me faire « regarde comme il est habillé. C'est dégoûtant. Retourne chez toi, va en enfer. » Ce genre de truc, je l'ai entendu plein de fois, et au final, on doit accepter de déranger les autres, même si on ne les dérange pas. Quand moi, je vis cette expérience-là, j'ai peur. Et en même temps, je suis heureux parce que je suis aligné avec moi. Je porte mes talons parce que j'en ai envie. Je porte mon legging parce que je déteste les pantalons et je veux avoir la possibilité de faire des grands écarts, simplement, si j'ai envie. Je porte des bijoux de nana que je vais chercher chez les Chinois. D'ailleurs, les filles, vous avez trop de chance parce que quand on va dans vos magasins, on se rend compte qu'il y a plein de trucs différents. Chez les mecs, il y a un pantalon, il y a une chemise ou un t-shirt ou un polo, des chaussures, une casquette. Et je trouve ça relativement chiant. Ça ne veut pas dire que ceux qui portent ça, ça va pas. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place de créativité dans les magasins des garçons. Voilà. Donc, au fond, moi, Papa Drag, mon désir, à un moment de ma vie, c'était de devenir moi. Alors, ça paraît très vide, le fait de devenir soi. C'est quoi devenir soi? Mais en fait, ça commence par des petites choses. Une des premières choses, à mon avis, c'est la question du désir. Voilà, je désire quelque chose. Le désir dit quelque chose de moi. Et moi, comme je vous ai dit, en tout cas physiquement, je voulais ressembler à ça. Et du coup, aujourd'hui, je ressemble à ça. Et je suis très heureux, très content. Donc, ça, c'est mon désir à moi. Après, pour moi, il y a des désirs qui sont farfelus. Alors, je veux pas du tout rentrer dans le jugement, mais vous avouerez avec moi que si je m'étais dit aujourd'hui, il y a la conférence sur la singularité, je vais prendre une plume, je vais me la mettre dans le cul et je vais venir à poil à l'essec. Tout le monde serait profondément choqué. Pourquoi? Parce que ça, c'est de l'outrance. Pour moi, c'est pas l'expression de sa singularité. C'est déplacé et puis c'est respectueux par rapport aux autres. Mais on peut imaginer que si quelqu'un veut se mettre une plume dans le cul pour venir à l'essec, ce qu'il fait, c'est qu'il porte un legging, il se met des plumes sur les fesses. Voilà, ça règle le problème. Il s'est mis des plumes là où il voulait, mais sans outrer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que tous les désirs disent quelque chose et tous les désirs peuvent être réalisés. Ils peuvent être réalisés, pas de la manière dont on les perçoit, mais dans les moyens qu'on va mettre en place pour pouvoir les réaliser. Il y a un truc, un exemple que j'aime beaucoup, c'est le mec qui, vous savez, je ne sais pas si enfant, vous vous disiez ça, mais moi je me le disais, j'ai envie de voler. Il y a des gens qui se disaient ça quand ils étaient enfants, je veux voler ou pas. Personne ne répond, c'est un peu chelou. Ok, super. Bon, vous n'avez pas volé. Ok, donc il y a un mec, il prend son ascenseur, il arrive au 3e étage, donc de son immeuble, et puis c'est la pleine lune, il y a des superbes étoiles, il est dans un trip incroyable, il n'est pas drogué, il n'est pas shooté, et puis il n'a pas de problème psychique particulier. Et le mec, je vais voler. Ouf! Et le mec, du coup, il crève. Et c'est quand même dommage. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà. Mais est-ce que son désir de voler, en tant que tel, il est à chier? Pas du tout. C'est à ce moment-là qu'il peut créer pour pouvoir répondre à ce désir de voler. Créer, ça veut dire quoi? Par exemple, c'est comme ça qu'on va avoir au fur et à mesure, je ne sais pas, des avions qui vont nous permettre d'être dans l'avion. On ne vole pas vraiment, mais on vole. Donc en fait, nos désirs, on peut trouver une solution. Et je pense que le queer, c'est ça, trouver des solutions pour pouvoir répondre à nos désirs et de manière cohérente à notre nature. Le mec, il s'est pris pour Dieu. Moi, je suis coach donc pour les chefs d'entreprise et mon truc, c'est de les mouver, de les aider à exprimer leur singularité, pas les décoincer, puisque tout le monde n'est pas forcément coincé. Mais bon, bref, en tout cas, je suis un peu
le luluberlu, le saltimbanque, pour pouvoir les aider à aller mieux dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'une singularité pas exprimée, c'est pas top. Ça veut dire qu'il y a une vie quand même qui est vécue à moitié et on se sent pas forcément pleinement nous. Après, on peut pas être pleinement nous, mais ça on en parlera plus tard. Donc, cette chef d'entreprise extrêmement haut placée, vient me voir et me dit j'ai envie de chanter comme la Calas. Moi, ce que je veux, c'est chanter comme la Calas. En mode « Nesum dorma ». C'est ça qu'elle veut. Et moi, je lui dis « Mais attends, ok, le chant, c'est de l'anatomie. Je vais lui faire un coaching vocal dans ses cours. » Et puis, au fur et à mesure, elle chante mieux. Elle s'approche un peu de l'opéra du classique, mais elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle est mal. Alors, je dis « Bon, alors, dans ce cas-là, moi, je me dis dans ma tête, mais je ne lui dis pas. Calas, ça doit être une projection qu'elle fait sur une idole, quelqu'un, finalement, qui est complet. Et ce qu'elle veut, finalement, c'est être elle. Et du coup, comme il y a une question de reconnaissance qui entoure tout ça, je vais la voir et je lui dis, bon, ma chérie, tu vas prendre des feuilles, on va pas se voir pendant 2 semaines, et tu vas écrire sur la notion de la reconnaissance avec tes mots, avec ton dictionnaire individuel. Moi, je fais la différence entre 2 dictionnaires, Larousse littré et le dictionnaire individuel. Vous voyez, dans cette salle, papa, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Chacun a un papa dans la conception différente. Donc, du coup, je lui ai demandé de faire ça avec son dictionnaire individuel. Écoutez, vraiment, j'étais sur le cul. Parce qu'elle est arrivée, je lui ai demandé de parler son texte. La nana, elle a un truc pour le slam. Elle a défoncé. Du coup, on a fait un projet de musique où on l'a produit musicalement et on a travaillé sur sa DA en clip. Et je vous laisse découvrir. Faut que ça sorte, je respire plus, je suis asphyxiée par les dîners et leurs conversations superficielles. Les bien-disants, les bien baisés, les mêmes partout, je les reconnais. Les bien-pensants et les bien-nés, les faux rebelles. Avachis devant leur écran qu'ils regardent d'un air détaché. Le monde en guerre ne les touche plus, s'engage dans rien. Ils sont devenus étanches et pensent que c'est aux autres de changer. Ils posent parfois de petits actes pour se faire du bien. Coquin. Et moi je suis là, je me vois dans leur miroir tendu. Ça me déprime, ça me décime, et dans ma tête ça fait du bruit. Oui c'est bien moi, ce reflet-là, même si je n'en veux plus. En vérité je passe mon temps à chercher qui je suis. Et je suis coquin. Coquin. Ça du bien. Coquin. Coquin. Et je suis coquin. Coquin. Ça du bien. Coquin. Faut que ça sorte, je n'en peux plus. Écartelé entre émotion et les mentalités intellectuelles. Un black, un beurre, un réfugié, sur toi c'est sûr, jamais vu de près. Non, tu choisis de vivre ta vie sur tes emails. Comme c'est la mode, ils envoient leurs enfants faire de l'humanitaire. Incapables de donner d'eux-mêmes, de renoncer à leur confort. Ça les rassure, ils se sentent mieux, ils font les fiers. Génération désengagée. Et moi je suis là, et je me vois dans leur miroir tendu. Ça me déprime, ça me décime, et dans ma tête ça fait du bruit. Oui c'est bien moi, ce reflet-là, même si je n'en veux plus. En vérité je passe mon temps à chercher qui je suis. Et je suis coquin. Coquin. Et je suis coquin. Coquin. Et je suis coquin. Coquin. Et je suis coquin. Encore les mêmes qui critiquent tout du fond de leur fauteuil cossu. Qui se sentent au-dessus de la mêlée parce qu'ils ont du pouvoir. Qui jouissent des mêmes blagues salaces aux dépens des premiers venus. Ça évite d'aller regarder en soi ce qui pourrait t'en décevoir. Et moi je suis là, je me vois dans leur miroir tendu. Ça me déprime, ça me décime, et dans ma tête ça fait du bruit. Oui c'est bien moi, ce reflet-là, même si je n'en veux plus. En vérité
et je passe mon temps à chercher qui je suis. Et je suis coquin. Coquin. Et je suis coquin. Coquin. Et je suis coquin. Coquin. Et je suis coquin. Super. Elle est pas là, mais applaudissez-la quand même. Voilà. Elle s'appelle Emma Lacour, elle a 55 ans. Elle est chef d'entreprise de la Haute et elle défonce. Voilà. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement, pas parce qu'elle a fait une crise de la cinquantaine ou ce genre de choses, parce que pour moi, les crises de la cinquantaine ou quarantaine ou trentaine ou ce que vous voulez, c'est des choses qui sont bonnes en fait. C'est tout simplement qu'on a besoin de refaire le point avec qui on est. Donc là, c'était quelque chose en fait, elle s'était rendue compte qu'en fait, dans l'enfance, donc ça a été après, dans l'enfance, elle voulait être artiste. Et qu'il y a quelque chose à un moment qui s'est passé et qui a fait que tout s'est éteint et elle l'avait même oublié. Et en faisant ce travail-là, elle a redécouvert ça et elle semble quand même plutôt bien épanouie. Voilà, donc pour moi, c'est un exemple, pour chacun de nous et pour moi tous les jours, de me rappeler que j'ai des désirs, j'ai des ancrages, il y a des choses qui sont en moi et que ça vaut le coup de les réaliser. Alors là, je suis claqué, donc je vais demander à Eric, un frère très cher à mon cœur, qui va vous parler 2 minutes de comment le fait d'avoir pris conscience des tenants et aboutissants de son désir lui ont permis de sortir d'une situation très emmerdante. Alors, moi, il y a quelques années, donc, je sortais d'école d'ingénieur et je sortais en montant une société qui s'appelle aujourd'hui Expressive, une société qui développe du matériel, en fait, de la technologie pour les compositeurs de musique de films, etc. Et tout. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'en suis même venu à vendre des instruments à des gens dont j'étais fan quand j'étais petit. Donc en fait, je vivais une expérience assez incroyable en soi, et on pourrait se dire que c'est une histoire de ouf. Je pourrais me dire, franchement, d'un point de vue de l'ambition, j'avais réussi à faire un truc, quoi. Et Papa Drag, je le connais depuis 16 ans, et je suis venu le voir quelques années après, en plein burn-out. Et je lui dis, Papa Drag, en fait, je sais absolument pas pourquoi je fais ça. Et il me dit, quels sont tes désirs? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais absolument aucune réponse à cette question. Et il m'a dit, creuse encore. J'ai creusé, et je me suis rendu compte que j'avais un désir que j'avais jamais osé dire à personne. Et j'ai fait le pas, je me suis dit, je vais prendre le risque. Et j'ai dit à Papa Drag, en fait, mon désir, c'est de devenir un grand homme, de devenir un homme connu du monde. Alors là, je me suis dit, c'est bon, là, t'as tout perdu, tu passes pour un énorme mégalo, c'est fini, t'as perdu ton ami, là, c'est la fin. Et en fait, Papa Drag m'a dit, mais non, mais vas-y, creuse. Et en fait, j'ai compris que devenir un grand homme, c'était pas devenir un grand homme, c'était devenir le grand homme que j'étais. Et à partir du moment où j'ai fait la vérité sur ce désir, que j'ai pas eu peur de l'avoir, ma créativité s'est ouverte, j'ai commencé à redormir, j'ai arrêté d'avoir des effondrements physiques. En fait, j'ai commencé à sortir de mon burn-out, mais comme ça, en fait. Après 2 ans et demi de souffrance, en fait. Et j'ai réussi à comprendre qu'il y avait des choses que j'étais capable de faire, d'autres que je n'étais pas capable, comme sauter du 3e étage pour voler. et je vous assure que ça marche et que le retour sur investissement est incroyable. Aujourd'hui, je fais des projets qui dépassent tout ce que j'ai fait avant. Et je suis très heureux. Donc, soyez très attentifs à ce qu'il va vous dire maintenant. Ça peut changer votre vie. Et je vous demande de l'applaudir encore une fois. Merci. Xavier, il faut faire une chaire sur la singularité. Qu'est-ce que tu en penses? On en a besoin. Je ne sais pas si ça s'enseigne ou ça se vit. Ah, ça s'enseigne et ça se vit. Ce qui se vit s'enseigne, non? Les deux marchent. Bon, je voulais embêter un peu Xavier. Alors, donc... Moi, je viens d'une famille africaine. Je pense que voilà, ça se voit. Une famille plutôt aimante, mais avec des exigences extrêmement développées. Voilà, ma mère, elle a été doctorante en pharmacie à 23 ans. Donc vous imaginez quelqu'un comme moi à côté, ça fait bizarre. Donc du coup, je me sentais pas petit, je me sentais vraiment pas du tout à la hauteur. Alors il fallait que je trouve un moyen de garder son amour
en réussissant à la contenter. Et du coup, c'est marrant, la vie a fait que, c'est pas marrant, parce que ce que je vais vous dire n'est pas marrant, mais la vie a fait que, justement, j'ai été confronté à un moment de manière très forte à ça. Mon père est mort quand j'avais 6 ans. Et du coup, à ce moment-là, ma mère, pendant 2 ou 3 semaines, ne me parlait pas. Elle n'arrêtait pas de pleurer, elle faisait des réunions de famille où tout le monde était mal, etc., tout ça. Et moi, je ne savais rien. Elle ne m'avait rien dit. Voilà. Donc moi, j'ai vu un père partir, puis je ne savais pas très bien, d'ailleurs, ce qu'il faisait. Elle m'a appelé une fois dans la salle de bain et elle m'a dit « Mon chéri, papa est mort. » Un petit choc. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, si je ne suis pas celui qui comprend les besoins de maman, ce qui va se passer, c'est que maman ne va plus m'aimer ou ne va pas m'aimer. Et donc, du coup, il faut que je prenne le rôle de celui qui comprend les besoins de maman pour pouvoir être aimé perpétuellement par maman. Et au fond, vous savez, chacun d'entre nous, enfin je crois, je peux me tromper, mais je pense que chacun d'entre nous a un cri quand il est enfant, c'est celui de « Regarde-moi, papa, maman, regardez-moi, tout le monde, j'ai envie d'exister, il faut voir que je suis là. » Et ce cri, en fait, il est inhérent à nous. Et malheureusement, quand on grandit, c'est-à-dire, on va dire quand on est vers l'âge de l'adolescence ou l'âge adulte, il se fige, c'est-à-dire qu'on se dit « voilà, c'est comme ça qu'on a compris qu'on peut se faire aimer, alors du coup, on va passer sa vie à faire comme ça pour se faire aimer. » Là encore, il y a une mort à la singularité. J'ai trouvé que le meilleur moyen de pouvoir l'exprimer, c'est l'art, le chant. Donc, je suis venu avec ma fille, qui s'appelle Gabrielle, voilà, et qui va chanter un chant que je trouve intéressant sur ces dynamiques-là. Voilà. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, 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 voilà que je suis, me voilà même si mes aïeux j'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas? C'est tout de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà que je suis, me voilà, même si les aïeux c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, tant pis. Voilà, 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 juste ici, moi mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris, me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je ne sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà même si mes aïeux c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, tant pis. Voilà, 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 juste ici, moi mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris, me voilà,
Alors, donc, bravo Gabi. Alors, donc, moi, tout ce dont je vous ai parlé là, bon, ça peut être un peu abstrait, du coup, je vais aller au fond des choses, dans le sens où je vais parler d'une expérience qui, pour moi, est fondatrice dans ma découverte, justement, de cette liberté. Quand j'ai eu 18 ans, donc je suis venu en France, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis venu en France pour faire mes études, donc je ne savais absolument pas ce que je voulais faire, mais comme Xavier l'a dit, il y avait une question qui me taraudait, c'est comprendre la liberté, la comprendre, voir ce que c'était, et puis peut-être pouvoir trouver la solution pour l'être, parce que c'était vraiment le chaos et la merde en moi. Donc du coup, je suis arrivé dans une faculté de philosophie catholique. Super. 150 blancs, un noir. Donc en fait, c'était mal parti. Pourquoi? Parce que moi qui voulais m'assimiler, et ben là, tout à coup, je ne pouvais pas gommer. Et donc, on me voyait, le noir. Le noir dans la philosophie, le noir dans cette espèce de groupuscule. Qu'est-ce qu'il vient faire là, le noir? Bon, il y avait des gens sympas, mais pas tous. C'était rare, en fait. Un peu. Bref. Et du coup, moi, je suis pas bien, parce que je suis noir, je suis encore rejeté, on m'aime pas. Voilà, comme Gabriel a dit, je veux qu'on m'aime. Je veux qu'on m'aime. Et donc, du coup, je vais traficoter ma personnalité de telle manière à connaître le bœuf bourguignon mieux même que mon ami français devant moi. Je vais apprendre la culture française bien mieux. Bon, j'avais déjà, puisqu'en Côte d'Ivoire, on est un territoire français, mais bref, en tout cas, j'ai essayé de faire tout pour leur ressembler. Le premier truc, je pense, le plus fort, c'est les vêtements. Les gars, alors, pantalon en velours. Je critique pas ceux qui ont un pantalon en velours, hein. Je vous dis ça par rapport à moi. Pantalon en velours, veste en tweed, chaussures de ville, ceinture Longchamp, montre Longchamp, j'aime pas particulièrement. Et du coup, je suis allé dans les magasins pour acheter les mêmes choses. Je vous assure, j'étais d'une mocheté épouvantable, et pourtant, je le faisais quand même. Tout simplement parce que je me disais, si je ne suis pas dans l'uniforme, si je ne suis pas conforme, déjà en plus d'être noir, ça ne va pas le faire. Vous voyez, c'est con, parce qu'en fait, tu rentres chez toi, tu as mal, parce que tu n'es pas toi. Bon, à un moment, tu n'es pas toi, mais tu ne sais même plus qui tu es, tellement tu as été l'autre. Bref. Et donc, du coup, tu pleures, ton cœur, il saigne. Tu es en colère, tu n'es jamais en paix. Tu as toujours de la suradaptation. Vous savez, j'ai développé 5 maladies à cause de ça. C'est un truc de dingue, hein? 5 maladies. Et 5 maladies, pas petites maladies, des grosses et graves maladies. Juste parce que j'ai commencé par l'uniformisation. J'ai somatisé tellement que ça m'a emmené là. Et puis, je vais digresser en vous parlant de la question du vêtement. Vous voyez, est-ce qu'il y a un Pierre dans la salle? Un Jacques? Un Jean? Non? Pierre, Jacques et Jean, c'est quand même... Ah, voilà, super, très bien. Alors, comment je fais pour savoir que Pierre est Pierre? Pierre? Comment je fais pour savoir que tu es Pierre? Ton prénom. Mais si, par exemple, on ne se parle pas, et que je dois savoir qui est Pierre, mais par contre qu'on m'a donné des éléments sur toi, comment je peux arriver à voir qui tu es? C'est par tes vêtements. Je sais qui est Pierre parce que je le vois dans des vêtements. Je sais qui est Pierre parce que je vois une coiffure. Je sais qui est Pierre parce que je vois une couleur de peau. Je sais que Pierre est ça, ça. Vous voyez, la mode, ça paraît très superficiel, mais ça ne l'est pas en fait. Je ne parle pas des reines du shopping, mais je parle vraiment de la mode en tant que présenter à l'extérieur de moi ce qui est moi en dedans. Et du coup, ça demande de la créativité, puisqu'être singulier demande de la créativité. Bref,
Donc vous voyez, déjà, être là le matin, regarder dans son dressing 2-3 choses et s'habiller sans conscientiser ce qu'on fait, et bien là, il y a un point qui peut être intéressant pour trouver vraiment ce qui nous va, ce qui nous correspond. Et du coup, pouvoir identifier vraiment que Pierre est Pierre parce qu'il a un style à lui, etc. Encore une fois, je ne parle pas d'outrance. Mais voilà. Et moi, du coup, dans l'uniforme, en fait, je ne me suis pas posé pour savoir ce qui m'allait, mais j'ai fait en sorte d'être comme les autres, ce qui est chaud. Bon. Donc ensuite, ce qui est pire encore, c'est que j'ai essayé de penser comme eux. Voilà. Par exemple, s'ils faisaient la fête comme ça, je faisais la fête comme ça. Alors que moi, je voulais faire la fête comme ça. Voilà. Vous voyez, déjà, la manière de faire la fête. Mais pas seulement. Il y a la manière aussi de penser. Moi, je ne suis pas un neurotypique, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à faire du A, du A, B, B, C, C, D. Je fais du A, Z, X, O, N, etc. C'est le bordel. Mais c'est de la pensée intuitive. Et en fait, dans cette faculté, même si la méthode est très importante, dans cette faculté, vraiment, limite, tu vas dans cette faculté, tu as l'impression que tu vas pour apprendre une méthode et pas pour penser. Et donc, du coup, moi, je n'étais pas d'accord avec plein de réflexions philosophiques ou de conclusions qui, d'ailleurs, pour moi, n'étaient pas pertinentes et puis même étaient erronées par rapport à ce que le prof avait dit. Bon, les profs détestent qu'on leur dise que ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. Bref, en tout cas, voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais je me suis acharné pendant 3 ans à bouffer que de la méthode. Je ne pouvais plus réfléchir, je ne savais plus réfléchir. Alors que c'est marrant, parce que la phrase de cette fac, c'est « Aie le courage de te servir de ton propre entendement ». Alors là, du coup, c'était compliqué parce qu'en fait, j'étais devenu un automate même dans ma manière de penser. C'est-à-dire qu'on peut mourir à sa singularité même en réfléchissant, même en pensant. Donc à un moment, je suis arrivé chez moi, je me suis écroulé et je me suis dit « je veux mourir ». Quand j'étais gamin à 15 ans, je me suis retrouvé à peu près dans les mêmes situations au lycée, pas aussi fortes, mais les mêmes situations. Et à ce moment-là, j'étais déprimé, donc je prenais des comprimés assez forts, etc. Et tout. Je vous jure, je suis arrivé, j'ai dit, du coup, la vie telle qu'elle est, je ne peux pas. Moi, tel que je suis, je ne peux pas. Donc, j'ai pris tous les comprimés et j'ai pris tout le flacon pour me dire stop. Je suis encore là. Donc, a priori, bon. Mais à ce moment-là, en fait, pour moi, je m'étais moi-même, en tout cas avec le recul, c'est ce que je comprends, je m'étais moi-même mis ou abonné à l'enfer, à la mort. Pourquoi ? Parce que je savais un peu ce que je ne voulais pas faire et je l'ai fait. J'ai dit oui là où je voulais dire non, j'ai dit non là où je voulais dire oui, déjà. Et donc du coup, plein de choses comme ça qui m'ont travesti l'intérieur. Et vous savez, je vous disais tout à l'heure que moi, ce que je voulais, c'était trouver la liberté. Je pensais la trouver autrement. Et en fait, c'est au moment où j'ai été au pire de ma vie, c'est-à-dire là, je me suis dit, de toute façon, comme j'ai dit dans la vidéo qu'Éric a fait, merci, à ce moment-là, soit tu te tues, soit tu avances. Et j'ai compris qu'en fait, la liberté allait bientôt jaillir parce que j'avais accepté la vérité. La vérité sur moi, la vérité de mon comportement, la vérité de qui j'étais, et j'étais sorti du mensonge. Parce qu'en fait, j'avais vendu une image de moi aux autres qui n'était pas moi. Donc forcément, du coup, je devais d'une certaine manière aussi accepter la deuxième étape, que les autres me quittent et me fuient. Parce que je n'étais plus ce qu'ils pensaient que j'étais et que je leur avais dit que j'étais. Là, c'est la deuxième étape de souffrance pour moi qui permet du coup de pouvoir grandir en liberté. C'est d'accepter d'être quitté. D'accepter qu'il y ait des gens qui partent, des gens qui vous disent en fait, on t'aime pas. En fait, on aime ce que tu étais, mais on n'aime pas ce que tu es. Vous voyez ? Et ça, c'est aussi du courage.
parce que ça fait peur d'être abandonné. Mais si je veux exprimer quelque chose de ma singularité, je suis tenu d'abandonner quelque chose pour pouvoir laisser autre chose fleurir à la place. Alors il y a un chant qui s'appelle Sinnerman que j'aime beaucoup, qui parle de ce moment justement où je me dis, putain, je me suis fourvoyé pendant si longtemps. Voilà, et je vais le chanter. Merci. I know I fall, you know my prayers day by day, like a river my tears flow. Zanzibar blood, Zanzibar. Now the time has passed, like every cry I shout. Could I clean myself? Rising the sunrise if I fall, I'm a part of this humankind. And there's a sinner man who builds a sinner land inside a sinner soul with a hopeless mind. Oui, homosexualité. Donc, je suis homosexuel, voilà. Et ce n'est pas parce que je porte des talons, mais je suis homosexuel, voilà. Donc, alors j'ai eu un petit problème à un moment, parce que moi, j'ai une religion, donc je suis chrétien. Alors, vous voyez, je suis chrétien, c'est chaud. Hein. Donc, du coup, à un moment, pareil, j'ai dû me conformer à une manière de faire sans réfléchir vraiment au dogme et à la pastorale chrétienne. Du coup, pendant très longtemps, je me suis dit, tu ne peux pas être gay, tu es damné. Tu es damné, tu ne peux pas être gay. Tu ne peux pas être gay, tu es damné. Non, tu n'es pas gay. Voilà. Bon, bref, donc ça, de manière répétée. Et du coup, je suis resté dans le... Comment on appelle ça? Ouais, mais le P... Non, le plat... Le placard. Je ne faisais pas mon coming out, voilà. Et donc, du coup, j'ai pris du temps. J'ai étudié la théologie, j'ai étudié la parole, etc. Et je me suis dit, en fait, moi, ce qui est important pour moi, en tout cas, je pense que c'est le cœur de cette religion, c'est l'amour vécu dans un cadre. Je me suis dit, est-ce qu'avec mon mec, je suis attentif à lui? Est-ce que si on marche ensemble dans une montagne et qu'il me manque de l'eau, il me donnera de l'eau, même si il lui en reste un peu? Est-ce que je ferai pareil? Est-ce que je serai là quand il aura besoin? Est-ce que même si on a des disputes, on continuera à avancer ensemble? Ouais, je me suis dit, ok, je vis l'amour, donc je suis resté chrétien. Mais vous voyez, j'ai fait gâcher encore ma vie pour une question de ne pas me permettre de penser comme je veux penser. Donc je nous invite vraiment à penser comme on veut penser. 2 trucs derniers que j'adore, quand je vais en Côte d'Ivoire et que je veux prendre des fringues, il y a encore H&M. C'est insupportable. Dans toutes les villes où je vais, je vois encore H&M, je vois encore Zara, et je me dis, putain, il faut quand même un peu de diversité. Donc, du coup, étant donné qu'H&M ne me va pas, j'ai essayé. Voilà, au niveau de ma morphologie, ça ne le fait pas. Donc, du coup, j'ai dû créer, encore une fois, il y a un désir, quelque chose, il faut que ce désir
puisse être concrétisée, donc on crée. Donc j'ai créé, je me suis dit, je vais faire ma propre boutique. Donc je vais au Fripe acheter la vieille robe de la grand-mère à 2 €. Ensuite, je vais chez les Chinois prendre un legging, parce que je ne vois pas pourquoi nous, les hommes, on ne peut pas porter de legging, et puis c'est que les filles. Je veux dire, cette sensation de pouvoir porter quelque chose et d'être à poil en même temps est très agréable, parce que les pantalons sont très serrés, et c'est vraiment très emmerdant, en tout cas pour moi. Ça me fait mal au bide, je ne suis pas bien. Donc, et puis, ben voilà, j'aime l'urbain. Donc d'ailleurs, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris une casquette un peu wesh, et je suis allé, comment ça s'appelle, dans un magasin qui vend des trucs de filles, et puis je les ai collés là sur ma casquette. Donc en fait, j'ai fait mon propre shop. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que j'ai un désir, et pour pouvoir le réaliser, je prends le temps de créer. Un dernier truc, il y a une soirée où il y avait un dress code à respecter. Vous savez, c'était quoi? Il fallait porter des marques. Ralph Lauren, Adidas, Chanel, Longchamp, Vuitton. Je déteste toutes ces marques. Pourquoi? Parce que je ne trouve jamais rien qui me va, encore une fois. Je ne sais pas comment je suis fait, mais ça ne va pas. Moi, quand je mets, ça ne va pas. Et du coup, pour entrer dans cette soirée, j'ai été obligé de porter ça. Mais je me suis dit, OK, un dress code pour montrer un truc un peu très, comment ça s'appelle, esthétique et tout ça. Je ne vais pas porter ça, mais attends, je vais leur faire croire que c'est ça. Du coup, je suis allé dans mes magasins, prédilection, 2 €, machin, tout ça, et j'arrive, et tout le monde est là. Oh, où est-ce que tu as trouvé ça? Putain, ça doit être hyper cher. C'est quoi? C'est Chanel? C'est machin? Puis j'ai fini par dire, c'est 30 €. Que c'était 30 € mon vêtement. Et que, en fait, du coup, on peut se démarquer sans vouloir se faire remarquer, mais en respectant les règles et en même temps en se laissant un espace de créativité. Voilà, je vais arrêter là. En tout cas, ce chemin, pour moi, a été essentiel, puisque c'est grâce à ce chemin que je vis aujourd'hui. Et que la singularité, c'est un chemin de tous les jours. En fait, quand on change, on ne change pas vraiment, mais on change. Parce que dans le changement, ce qui est avant reste toujours, mais il est transformé. Donc aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir vraiment être épanoui pleinement. Je vous ai dit, ça n'existe pas, c'est un fantasme, mais épanoui. Et je vous avoue, je suis très fier de ça. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais sans plus attendre appeler les étudiants qui ont prévu quelques questions, si vous voulez bien nous rejoindre sur scène. Du coup, je vais commencer. Déjà, merci pour ce discours, c'était très beau et assez inspirant, je dois dire. Ma première question, du coup, ce sera pour ma part. Dans tout le discours, il est question, j'ai l'impression, d'une quête de singularité, en tous les cas d'un désir de singularité à exprimer. Et je pense que le moment où ça apparaît le plus, ce besoin de l'exprimer, généralement, ça va être à l'adolescence. Qu'est-ce que tu dirais, toi, qu'est-ce que tu conseillerais à un adolescent qui, justement, est à ce moment-là, qui peut être justement dans une famille où ce désir-là peut difficilement s'exprimer, où il n'est pas sûr de pouvoir être accepté. Donc, du coup, il y a quand même ce besoin d'être accepté, justement, de s'exprimer à ses parents. Il y a ce cri aussi là qui existe, mais on a peur que si on lâche ce cri-là, ses parents ne l'acceptent pas. Qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, à un adolescent ou un enfant qui a ce désir-là? C'est compliqué, parce qu'on se conseille soi-même, d'abord. Mais je pense qu'un ado qui vit une crise, c'est heureusement qu'il vit une crise. Moi, j'ai accompagné des gens qui n'ont pas eu de crise d'adolescence. C'est chaud. Donc, du coup, déjà, je pense qu'il doit accepter qu'il n'est pas d'accord avec beaucoup de choses et qu'il doit prendre le temps de savoir pourquoi. Et je pense que quand on est ado, on peut savoir pourquoi les choses ne vont pas. La deuxième chose, celle-ci, elle est un peu plus compliquée. C'est que quand on est ado, on n'a pas le pouvoir de dire « Maman, papa, ciao, je m'en vais, je pars ». Donc du coup, c'est comme le coming out. Tu arrives à un moment, tu dois serrer les fesses pendant quelques années et puis avoir le courage ensuite de partir. Parce que ta démarche, elle ne sera pas encadrée par tes parents. On ne dit pas il faut que les ados fuient leurs parents, ce n'est pas la question. Ce que je dis,
D'ailleurs, Gabriel, faut pas faire ça. Hein. Et ce que je dis, c'est surtout que tu vas devoir te gérer toi-même. Et que les blessures que tu as à l'intérieur, la manière dont tu pourras les traiter, c'est avec tes amis. Les gens qui sont autour de toi, qui t'aiment vraiment pour ce que tu es et qui acceptent que tu pètes un plomb. Mais si tu n'es pas encore apte à partir de chez tes parents, bah mon gars, tu souffres pendant 3 ans si tu as 15 ans et puis après tu pars. Moi, a priori, moi, je verrai pas autre chose. Et je pense que c'est dangereux de dire aux ados barre-toi, ce genre de truc, parce qu'en fait, ok, il se barre, il vit quoi après? Donc voilà. Merci. Merci déjà d'être venu. Je t'entends pas, ma belle. Okay. Ça va là? Vous m'entendez? Oui. Merci d'être venu. Je voulais savoir, parce que c'est vrai que quand on traverse des étapes dans la vie, on a l'habitude en fait de se reposer sur sa famille. Et j'ai cru comprendre que pour vous, c'était pas le cas. Donc j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui vous a fait tenir, qu'est-ce qui vous a fait vous dire que non, en fait, je ne veux pas mourir, je continue à vivre. À quoi vous êtes raccroché en fait, ou sur qui? Il y a plusieurs choses. Ma famille, on va dire ma maman, ne m'a pas accompagné dans mon chemin, dans le sens où pour elle, ça faisait non-sens. Et comme elle est très cohérente avec elle, c'est comme ça, elle est comme ça, en fait, du coup, elle ne déroge pas à ça. Mais par contre, elle m'a toujours aimé, elle m'a toujours écouté si j'avais quelque chose à dire. Mais elle ne m'a jamais dit t'es gay, je t'accepte comme t'es. Elle m'a toujours dit tu es mon fils, mais il est sûr que l'homosexualité, c'est pas normal. Voilà, ça, elle me l'a fait tellement de fois et je lui en veux pas. Parce qu'aujourd'hui, elle accueille ma vie telle qu'elle est, alors que c'est pas son trip. Deuxièmement, je pense que ce qui a été important, c'est mes études. Mes études m'ont beaucoup aidé, dans le sens où, même si j'ai dit que cette faculté est un peu... voilà, j'ai appris des choses. Ça a mis des mots sur des questions aussi. Alors la liberté, c'était le cœur, mais il y avait d'autres questions, et ça m'a aidé. Moi, les livres m'aident beaucoup. Tu sais, souvent, je me pose chez moi et je me dis, aujourd'hui, je vais rencontrer Platon. Et du coup, on discute en lisant un livre. C'est complètement débile, hein, mais ça paraît en tout cas. Mais moi, ça m'aide beaucoup, ce qui est écrit. Et puis, la troisième chose, comme je t'ai dit, ce qui m'a énormément aidé, c'est d'arriver à terre, quoi. C'est d'avoir envie de me tuer. C'est ça qui m'a aidé. Parce qu'en fait, il fallait que ce soit tellement fort que j'ai plus le choix. Et puis, j'ai plus eu le choix. Et du coup, j'ai avancé. Et du coup, la deuxième, c'était vraiment quel événement, à quel moment vous vous êtes dit, là, je vais me montrer au monde tel que je suis vraiment, je vais mettre des talons, je vais mettre un leggings. Là, j'en peux plus. Alors, c'est à partir du moment où j'ai rencontré Julien, qui est d'ailleurs là, qui est mon mari, voilà, qui me filme et qui adore ça. C'est à partir du moment où je l'ai rencontré. En fait, je m'étais dit avant que jamais je pouvais tomber amoureux d'un homme, ça faisait non-sens. Et quand j'ai fait mon chemin, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport un peu à la foi, me libérer de certains carcans et de points dogmatiques, je me suis dit, il y a quelque chose qui naissait, et puis je suis tombé amoureux d'un garçon. Donc quand je suis tombé amoureux de cet homme, en fait, tout devenait beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide. Donc, je faisais ce que j'avais envie de faire sans vouloir outrer. Ça, l'idée de outrer, ça n'a jamais été dans moi. Sans vouloir outrer. Et puis, à un moment, j'ai découvert les talons. J'ai trouvé ça, mais vraiment très, très bien. Au départ, ils étaient tout petits et j'étais tellement fan que, du coup, j'ai fait très haut. Voilà. Mais c'est à ce moment-là, en fait. Hein, c'est à partir du moment où tu te donnes l'autorisation de vivre quelque chose de plein, tout le reste s'ouvre. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, déjà, merci. Je t'en prie.
Et moi, je voulais juste peut-être ajouter une touche peut-être plus légère. Mais tu t'appelles donc Papa Drag. Oui. Est-ce que le drag, c'est celui qui est de drag queen? Oui. Et donc, il y a la nouvelle édition de RuPaul. Oui. Drag Queen Race en France. Et je voulais juste avoir ton opinion sur le concept de l'émission. Et si tu avais bien aimé cette édition française. Alors, c'est sympa, Paul Drag Race ou Drag Race Paul? Paul Drag Race, c'est ça? C'est RuPaul Drag Race. Voilà. J'ai regardé les émissions avec RuPaul. Forcément, RuPaul, il défonce, hein, donc c'est dur de l'imiter. Mais j'ai pas regardé la version française. Et moi, Papa Drag, mon drag, parce que vraiment être drag queen, c'est un métier. Hein. Ouais. Putain, c'est un truc ouf. Moi, je ne suis pas drag queen. Je n'ai pas je n'ai pas ce talent, je n'ai pas ce don. Je suis juste un mec qui porte des talons et des leggings. Mais drag, dans Papa Drag, chez moi, c'est celui qui tire. En anglais, drag, ça peut être aussi celui qui tire, celui qui emmène avec lui. Donc un peu le père qui emmène avec lui, quoi. Les gens un peu weird comme lui, tu vois. Voilà, en gros. Et est-ce qu'il y a une drag queen qui t'a inspiré parce qu'il y en a beaucoup qui chantent et qui pratiquent ces drag queens, c'est tout un art, c'est le chant, la comédie, la mode, etc. Il y a un artiste que j'aime beaucoup. Bon, il aime être outrant un peu, mais c'est Todricol. Todricol, qui se transforme en drag queen dans certains de ses clips et certains de ses spectacles, que je trouve, en fait, il est extrêmement complet et du coup passionnant parce que c'est toujours un personnage, il y a toujours du too much. Le too much est très important chez le drag queen. Là ou parce qu'il y a des drag kings aussi. Voilà, il y a de tout. D'accord. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre discours et votre message très inspirant. Ma question, elle vient en 3 parties. Donc en premier, si vous pouviez avoir une seconde chance lors d'un événement de votre vie artistique, en tant qu'artiste ou dans votre vie personnelle, que choisirez-vous? Aussi, que feriez-vous différemment? Et finalement, en quoi votre vie serait-elle différente maintenant? Putain. Je suis désolé. T'es chaud, toi. Attends. Alors, si j'avais une deuxième chance au niveau artistique. Mais écoute, j'ai des chances tous les jours au niveau artistique. Donc, du coup, tu parles de The Voice? De ce que vous voulez. Bah, en fait, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Alors, je prends ce qui m'arrange et je mets de côté ce qui ne m'arrange pas. J'ai des projets vraiment variés. Tu vois, je vais aller faire un show au Stade Français. C'est un peu bizarre quand même, à côté de Rugbyman et tout. Ça fait un peu, voilà, ça fait un peu choc. Mais voilà, j'ai des projets où je veux, où je veux artistiquement pas mettre de barrières. Donc en fait, je n'attends pas de chance particulière au niveau de la musique. Je sais qu'il y a ce qu'il faut. Maintenant, pour ma vie, donc c'est ça la deuxième question, deuxième chance. Pour ma vie. C'est tellement loin tout ça. En tout cas, si j'avais une deuxième chance et qu'on m'avait prévenu à la naissance, d'ailleurs j'aime bien ce truc, personne nous a prévenu que la vie serait comme ça, hein, c'est dingue, hein, on n'est pas au courant. Donc si j'avais su ça à ma naissance, ben, je pense que je serais tout simplement ce que je suis. Ta question ne peut que me ramener à une réponse simple. Donc je serais juste... qui je suis. D'accord. Dernière petite question. Je vous ai entendu tout à l'heure à propos des leggings que vous aimez bien faire le grand écart et je voulais savoir si vous pouvez le faire devant nous. Ah non, malheureusement. J'ai trop vieilli. Mais en fait, je faisais de la gymnastique petit et je vous avoue, mon grand écart était impeccable. Maintenant, je ne peux plus. D'accord, bah merci également et merci beaucoup. Je t'en prie. Merci infiniment aux étudiants. Merci infiniment, Papa Drag. Merci.
Merci à vous.